Et je vous présente le parcours de cette intervention. Et pour commencer, on va voir quelques raisons pour faire une place à l'art dans un cours de FLE, un petit survol théorique, rien de très profond vu le temps limité qu'on a. Ensuite, on passera à la partie la plus importante de cette présentation, qui sont les activités pratiques, des choses que vous pourrez faire avec vos apprenants dès lundi, si vous voulez. Et je me permets simplement de signaler quelque chose ici. Et au départ, j'avais pensé à trancher d'un côté les activités de production orale pour développer la production orale, d'un autre côté les activités pour développer la production écrite. Mais finalement, je me suis rendu compte que presque tous les corpus visuels que je vais vous présenter se prêtent à être exploités autant pour des activités d'oral et d'écrit. Donc, vous verrez les deux ensemble. On va plutôt procéder par auteur, par corpus visuel, et le tout avec tout le temps des contenus linguistiques spécifiques qui seront mobilisés. Et le tout aussi est traversé, disons, par la question de l'affectif, puisque parler de l'art, faire une place à l'art dans nos cours, c'est toucher aux émotions, c'est impliquer son affectivité, elle sera toujours présente, même si on va faire une activité, si je vais vous présenter une activité de systématisation grammaticale. Et pour finir, je vous présenterai quelques critères pour les choix des artistes et une brève conclusion. Alors, première question, pourquoi faire une place à l'art dans un cours de FLE? Ben, j'aime toujours prendre comme point de départ le bon vieux Einstein avec sa célèbre phrase « Parce que l'imagination est plus importante que le savoir ». Et l'imagination, notre faculté créatrice, est à la base de tout ce qu'on peut apprendre, oui, par la suite. Donc, même si elle est un peu délaissée dans la tradition de pensée occidentale rationaliste, c'est important de laisser toujours une place à cette faculté. Pourquoi aussi faire une place à l'art? Parce que cela permet d'appliquer le travail de nos deux hémisphères. Dans les cursus scolaires traditionnels, et dans le contexte académique, on a tendance à charger plutôt l'hémisphère gauche, tout ce qui est raisonnement logique, habileté numérique, et pensée linguistique, lecture, etc. Tandis que l'hémisphère droit a tendance à être délaissé ou à être plutôt sollicité dans les moments de loisirs, de relax après le cours. Mais pourtant, c'est important de faire une place à cet aspect intuitif, imaginatif, à la sensibilité artistique et qui peut apporter beaucoup d'avantages à l'apprentissage. Pourquoi faire une place à l'art aussi? Et parce que cela permet de mobiliser de multiples intelligences. Rappelant un petit peu en survol et la théorie de Howard Gardner, nous avons différents types d'intelligence et ouvrir une place à l'art dans nos cours permet évidemment, si on parle d'art plastique, de faire entrer l'intelligence visuelle, spatiale, mais aussi l'intelligence interpersonnelle, parce que quand on se penche pour une œuvre plutôt que pour une autre, quand on exprime notre préférence pour un artiste ou pour un autre, c'est finalement aussi un moyen de se connaître mieux. Et nos goûts, nos choix parlent par nous-mêmes. Intrapersonnel aussi, puisque du moment qu'on va partager ça avec nos pairs, ça sera autant de fenêtres ouvertes sur les autres. Et finalement aussi l'intelligence linguistique et verbale, parce que quand nous sommes devant une œuvre artistique, on peut penser plein de choses, on peut sentir beaucoup de choses, on peut évoquer beaucoup, mais la seule manière de partager cela avec autrui, de rendre audible tout ce que nous envisageons intérieurement, c'est par le biais de la parole. Et donc, on va voir justement que l'art permet d'activer beaucoup cela.
Et pourquoi aussi faire une place à l'art? Parce que les images construisent du sens. L'image, dit Aumont, est un artefact chargé d'intention, un mode original de production de sens et un vecteur de pensée à part entière. Ou encore, avec Esner, l'acte de voir est épistémique. Alors, il faut cesser de penser que l'image, c'est un élément complémentaire qui vient faire joli dans la page, égayer un petit peu la vue, mais n'a pas de véritable sens par elle-même pour transmettre des savoirs. Il y a des savoirs qui se construisent précisément que par l'image. Et continuant un peu dans cette direction, je vous présente quelques avantages cognitifs de l'intégration des arts dans toute entreprise éducative, d'après Esner, parce que l'art prépare à accepter avec plus de flexibilité les changements, la diversité, la variabilité. C'est un monde très divers, celui de l'art. Il contribue à raffiner notre sensibilité, à affiner notre perception. Il permet, comme je l'ai dit dès le début, de mettre en valeur l'importance de l'imagination. Il entraîne à reconnaître les relations organiques à l'intérieur d'une composition. Par exemple, la correspondance entre fond et forme, l'accord qu'il peut y avoir entre un concept, l'idée d'un artiste et la facture de son travail. Et par là, cette intégration développe des capacités de perception et d'analyse plus pénétrantes qui peuvent servir pour n'importe quel autre domaine de connaissance. Ça nourrit la satisfaction intrinsèque, parce que très souvent, on va être amené à prendre plus de plaisir au processus qu'au résultat même, sans que pour autant le résultat ne soit pas aussi source de satisfaction. Et finalement, ça contribue à enrichir l'expérience, à faire de notre pratique de classe une pratique plus complète. Ça développe la culture générale des apprenants. Enfin, c'est quelques-uns parmi de nombreux d'autres avantages. Et pourquoi l'art aussi? Parce qu'il faut cesser d'avoir cette idée. Cette image représente très bien une idée très répandue selon laquelle émotion et raison seraient complètement dissociées. C'est pas vrai. Affect et concept sont étroitement liés et beaucoup de spécialistes en neurologie l'ont prouvé. Une pensée qui serait coupée des émotions est une pensée qui n'arrive pas à s'exercer vraiment. Donc, les systèmes cérébraux qui gèrent les sentiments sont profondément imbriqués dans les fonctions cognitives de raisonnement et d'analyse aussi. Donc, j'aime beaucoup cette image, mais ce n'est pas pour autant qu'elle est vraie. Cessons d'avoir cette perception. Et finalement, at least but not last, comme on dit en anglais, parce que l'art, l'image, est un déclencheur de paroles exceptionnel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut penser beaucoup de choses devant une image, mais la seule manière de l'exprimer à quelqu'un d'autre, c'est par le biais du langage. Et c'est finalement ce qu'on cherche dans un cours de langue. On cherche que nos étudiants s'expriment, qu'ils prennent la parole. Et donc voilà, exprimé ici par ce très beau glyphe Nawa, le tlatoli, le symbole de la parole. Alors, entrons en matière maintenant, puisque le but de cette intervention est éminemment pratique. Pour développer des compétences diverses en FLE chez nos apprenants à partir de l'art, je vais vous présenter une série d'activités concrètes, accessibles. Vous allez voir que vous n'aurez pas besoin d'y consacrer 35 heures de préparation pour pouvoir déjà appliquer certaines d'entre elles. Des activités aussi adaptables à différents niveaux, pour de différents niveaux de langue, différents niveaux de difficulté. Même dans un même niveau de langue, on peut travailler que quelques phrases ou beaucoup plus, qui peuvent s'adapter à des disponibilités horaires très diverses.
Et des activités susceptibles d'être réalisées selon différentes modalités de participation. Vous allez voir en grand groupe, en binôme, voire individuellement. Des activités qui permettent de développer différentes compétences, comme on a dit, autant à l'oral qu'à l'écrit, en production et en réception. Et des activités aussi qui sollicitent l'attention et ou la collaboration des pairs, hein, que ce ne soit pas, je ne sais pas, écrire pour n'être lu que par le prof, hein, et que ce soit écrire pour être lu par les autres qui doivent avoir aussi un défi à écouter le texte rédigé par l'un des collègues. Et je vais vous présenter avec ces activités des artistes qui ont un vaste corpus d'œuvres autour d'une même thématique. Ça, c'est quelque chose que je trouve très importante parce que, enfin, je ne sais pas quelle est votre réalité pédagogique, mais en tout cas, ici au Mexique, en contexte universitaire, on a très souvent des groupes de 30 apprenants ou plus. On ne peut pas se permettre, avec un groupe de 30 apprenants, d'arriver en classe avec 2 images. Il faut leur offrir du choix. Donc, les artistes que je vais vous présenter sont des artistes qui ont des œuvres assez vastes, d'une même série. Vous allez voir, des œuvres originales, visuellement attrayantes, sympas, j'espère, pour vous, surprenantes, je compte sur ça. Des images qu'on peut voir sur Internet, donc accessibles, et des idées d'exploitation pédagogique qui peuvent servir de source d'inspiration appliquée à d'autres images. Alors, premier cas. Et je ne sais pas si vous reconnaissez cet artiste, sûrement pas par son portrait, mais peut-être les petits points qui sont derrière vous donnent une piste. Pour ceux qui l'ont découvert, il s'agit en effet de Roy Lichtenstein, contemporain et d'Andy Warhol, et comme lui, l'un des exposants principaux du pop art américain. Alors, Roy Lichtenstein a cette série de scènes d'intérieur, principalement des salons, des salles de séjour, qu'il a appelées Interiors. Et je pense que, bien évidemment, si vous voyez ce corpus, vous pouvez anticiper qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans un cours de FLE. Ben, c'est assez évident. On va profiter pour travailler la localisation dans l'espace, le lexique des meubles. Et je vous propose alors, effectivement, quelques petits exercices et activités dans cette direction. Première chose, très simple, depuis un niveau 1, un tour de table virtuel dans lequel on peut demander, même si on est online, on peut demander à tous nos élèves de participer l'un après l'autre pour qu'ils disent chacun une phrase différente, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette pièce. Hein? Donc, par exemple, là, dans la première, je peux dire, dans cette pièce, il y a des tableaux, mais il n'y a pas de miroir. Oui. Ou dans la deuxième, il y a des fauteuils, mais il n'y a pas de chaise. Et l'avantage, c'est qu'on ne va pas rester tout le temps sur une même image. On peut leur en fournir une trentaine, si vous voulez. Activité classique pour la localisation dans l'espace, à tour de rôle, où se trouve tel élément? Un premier étudiant, je ne sais pas, pose la question à tout le groupe, où se trouve la sculpture? Et puis quelqu'un d'autre va répondre, elle est sur l'une des tables, et entre le fauteuil et les canapés, devant le tableau qui est au fond. Et puis, cet étudiant qui aura répondu va lancer une nouvelle question sur un autre élément et quelqu'un d'autre va y répondre. Tout le monde y passera à la fin. Ou sous un format de devinette, de quel élément de l'image parle-t-on? Par exemple, si je vous dis dans l'illustration de droite, il s'agit d'un élément qui est au fond de la pièce, qui est devant le paravent, à côté de la fenêtre. Ben, vous aurez sûrement deviné qu'il s'agissait du miroir. Quelle autre chose on peut faire avec cette série de Interiors? Si vous m'écoutez à nouveau? D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Travailler, par exemple, les comparatifs avec la classe divisée en deux équipes qui vont s'affronter
pour faire le plus possible de phrases comparatives entre une scène et l'autre. Alors, le professeur, par exemple, peut se munir d'un petit dé comme celui-ci, marqué sur ses faces plus, moins, égal, et peut décider alors équipe A, phrase comparative de supériorité. Alors, quelqu'un pourra dire la chambre numéro 2 est plus austère que la numéro 1. Elle a moins de couleurs, moins d'œuvres d'art, etc. Ou bien, équipe suivante, phrase comparative d'infériorité. Et ça sera le tour à une autre équipe, à l'autre équipe dont l'un des participants pourra dire, par exemple, dans la chambre 2, apparemment, il y a moins de lampes que dans la première, et ainsi de suite. Et puisque je viens de vous présenter cette activité de comparaison, je n'ai pas pu résister la tentation, par les temps qui courent, d'évoquer cette série de tableaux que peut-être vous connaissez déjà, qui sont... Ah, j'ai un petit problème. Ah, voilà. Ces tableaux qui circulent depuis quelques jours dans tous les réseaux sociaux, sur notre portable, on peut les recevoir, et très probablement. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ces récréations de tableaux classiques correspondent à une initiative qui a été lancée par un groupe Facebook en Russie et puis qui a été reprise par le Getty Museum de Los Angeles. Et vraiment, beaucoup de gens, dans ces temps-ci de confinement, se sont donnés à penser d'imiter des tableaux célèbres avec les moyens de bord qu'ils avaient chez eux, sans retouche numérique de l'image. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en plus des comparaisons, comme l'activité que je vous ai présentée avec Roy Lansky? On peut, par exemple, faire le jeu classique de trouver des différences, 5, 8, 12, celles que vous voulez. Ou bien aussi, en modalité concours, trouver le plus de différences possible entre l'une et l'autre image dans un temps limité. Et le dernier qui réussit à trouver encore une nouvelle gagne la partie. Et on peut, pour un niveau plus avancé, par exemple, en production écrite, leur demander de choisir une des images de ces corpus et de développer qu'est-ce que la personne en chair et en os a dû faire pour ressembler au modèle du tableau. Alors, dans ce cas, un apprenant pourrait écrire, il s'est laissé pousser la barbe, il a trouvé un collier exotique, il a mis un manteau en fourrure sur les pyjamas à rayures de sa femme, il a décoré son chapeau avec des petits papiers, etc. Et mobiliser par là les temps du passé, le passé composé. Et quelle autre chose on peut faire, cette fois-ci en production orale et réception orale en binôme? Alors, on peut demander à chacun de nos étudiants de choisir une œuvre d'art mettant en scène un personnage avec une pose qui l'inspire, qui lui paraît intéressante, mais quand même pas trop compliquée à imiter, parce qu'il ne faut pas que ce soit une pose acrobatique suspendue du toit, ça risque d'être dangereux. Alors, et la consigne sera faire adopter au partenaire cette pose-là. Donc, un apprenant devra donner à l'autre. Et ils peuvent le faire online, ils peuvent le faire par téléphone, évidemment sans lui montrer le modèle. Il devra lui donner des indications à l'impératif pour que son collègue reproduise la pose et quand le partenaire sera prêt, il devra demander à quelqu'un chez lui de le prendre en photo, ce que je pense ne devrait pas être très difficile, assumant que la plupart de nos apprenants n'habitent pas seuls. Et puis, il s'agirait de rassembler les deux photos, de partager les résultats avec le groupe et nos apprenants auront pratiqué comme ça en autonomie autant la production orale que la réception orale pour reproduire la pose. Et les instructions que peuvent être données, par exemple pour cet exemple de la repasseuse de Picasso, pourraient être « place-toi derrière une table »,
Prends un fer à repasser avec tes deux mains et mets ta main droite sur la gauche. Penche-toi un peu vers la droite avec un léger mouvement de hanche. Incline la tête un peu par-dessus le fer à repasser. Fixe ton regard sur celui-ci. Et plie un petit peu les coudes, mais pas trop. Enfin. Et en tout cas, ça va faire parler nos apprenants et comprendre à celui qui reçoit les consignes. Et voilà d'autres exemples. Il y en a plein sur Internet. Si vous googlez personnes qui imitent des œuvres d'art, vous tomberez sur beaucoup d'exemples. Donc, beaucoup d'exemples en plus. Toujours sur cet art des temps qui courent, et je suis tombée sur l'œuvre de ce collectif sénégalais de graffiteurs et d'artistes urbains, le collectif RBS Crew, et qui ont créé des peintures murales didactiques, disons, pour encourager la population à adopter les gestes barrières que nous connaissons déjà tous à l'heure actuelle. Et pourquoi pas demander à nos étudiants, une chose qu'ils peuvent faire depuis A1, de rédiger à la manière de ces messages de nouvelles recommandations d'actions à faire et à ne pas faire. Par exemple, respecter la distanciation sociale, ou laisser ses chaussures de rue à l'entrée de chez soi, ou ne pas éternuer sur quelqu'un. Rien que des phrases exprimées avec des verbes à l'infinitif. C'est très accessible depuis les premiers niveaux. Et on peut même diviser la classe en équipes pour que chaque équipe vise un groupe social en particulier. Alors, il y aurait une équipe qui adresserait des conseils aux tout petits, d'autres qui adresseraient des conseils spécifiquement pour les ados, d'autres qui les feraient pour les aînés, et ainsi de suite. Et si vous travaillez avec un public jeune, l'invitation à illustrer ces conseils, à partager les dessins avec la petite légende en dessus, peut être très motivante aussi. Pour un niveau un peu plus avancé, ça pourrait être rédiger des mises en garde. Ce qui peut se passer ou ce qui se passera si on fait ou on ne fait pas certaines de ces choses. Par exemple, si on ne respecte pas les gestes barrières, on risque de propager l'infection. Ou si la population se regroupe massivement, une hausse des contagions se produira sûrement. Oui. Et là, on mobilise le futur de l'indicatif. Alors, voilà pour ces artistes sénégalais, ou encore, en production écrite pour un niveau plus avancé, rédiger des phrases contrastant les habitudes avant Covid avec celles de maintenant. Des phrases du style « Avant, on ne se lavait pas les mains si longtemps, maintenant, on consacre beaucoup de temps à cette activité. Avant, on ne sortait pas avec un masque et à l'heure actuelle, il y a des endroits où on ne peut même pas rentrer si on n'a pas la bouche et le nez couverts, et ainsi de suite. » Là, on va mobiliser les temps du passé et faire et pratiquer la production écrite à nos apprenants. Alors, voilà pour ce collectif sénégalais. Et maintenant, je passe à un autre artiste que j'aime beaucoup, Carl Warner, anglais. C'est un photographe qui s'est consacré prioritairement au domaine de la publicité, mais il est un artiste à part entière. Vous allez découvrir son œuvre. C'est vraiment un paysagiste hors du commun parce que, comme vous peut-être l'avez déjà perçu, il crée des paysages à partir de choses à manger. De là, le titre de sa série, Foodscapes, un mot valise entre food, nourriture en anglais, et landscapes, paysage. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les adorables images de Carl Warner? Déjà, pour un niveau de 1 assez tôt, pratiquer les prépositions de lieu pour les lieux géographiques, avec des questions comme où ça se passe, dans quelle ville, dans quel pays, dans quel continent, de quel monument il s'agit et quel temps il fait. Donc, on pourra dire là, pour l'image centrale, par exemple, ça se passe au Yucatan, à
Mexique. Au Mexique, en Amérique latine, c'est probablement la pyramide de Chichén Itzá et il fait beau. Production de premier niveau. Pour un niveau A2, à partir de A2 et plus, on peut aussi leur demander, pour mobiliser davantage de vocabulaire, et particulièrement le lexique des choses à manger, quels éléments vous reconnaissez dans l'image et quel ingrédient représente quel autre. Alors là, par exemple, on pourra dire, ah, on reconnaît pas mal de cactus qui sont faits par des cornichons, des figues de Barbarie et des haricots verts. Et puis, les montagnes sont des beefsteaks entassés, et ainsi de suite. Ou en équipe, pour développer la production écrite, imaginez une recette ou composez un menu contenant le plus grand nombre d'ingrédients présents sur l'image. Alors, il faudrait penser à un repas qui inclurait tout ça, vous voyez, ou le plus d'ingrédients possible. Ça va donner forcément des choses très créatives et sûrement sympathiques. Aussi, pour la production écrite, à partir d'un niveau B1, la classique carte postale, mais cette fois-ci sous forme de devinette. Alors, chaque équipe peut choisir une image qui sera sa destination de voyage et on leur donnera la consigne, vous êtes allé là, à la fin de votre voyage, vous rédigez une petite carte postale ou un mail à vos amis et vous devrez donner dans votre texte des renseignements sur ce que vous avez fait là, comment vous vous êtes senti, ce que vous avez mangé, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, le temps qu'il faisait, etc. Oui. Mais avec la contrainte que chaque équipe ne devra pas révéler la destination du voyage au reste du groupe, il devra leur donner des pistes dans son texte pour que le groupe devine où est-ce qu'ils sont allés. Et une fois qu'ils auront deviné, on pourra partager l'image pour que tout le monde en profite. Et donc là, on va mobiliser des temps du passé, et le contraste passé composé imparfait, différents types de verbes, avec des phrases, par exemple, comme « Ah, nous sommes allés dans un endroit où on a parcouru une construction millénaire où il y avait beaucoup de touristes autour. Et on a entendu une langue qu'on ne comprenait pas du tout. » Et d'autres pistes de la sorte pour deviner que cette équipe est finalement voyagée en Chine. Et on peut même aussi exploiter l'interaction orale avec ce corpus, avec cette activité que je vous propose, un jeu de rôle que j'ai appelé bataille d'arguments. Donc, on fournira deux images assez contrastantes, deux destinations de voyage assez distinctes à deux participants qui doivent représenter un couple dans lequel l'un veut partir à la première de ses destinations, l'autre à la deuxième, et chacun essaiera de convaincre l'autre de se décider pour son choix personnel. Et le reste du groupe, le public, décidera qui aura gagné la bataille à la fin. Et donc, ça fait parler finalement nos apprenants, que c'est ce qu'on cherche dans nos cours. Et voilà d'autres exemples de Karl Warner. Là, un paysage de la Toscane, probablement, un paysage sous-marin tropical, et vous verrez, il y en a bien d'autres. Continuons maintenant avec cet autre volet. Et pendant très longtemps, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que j'intègre l'art dans mes cours et de façon chaque fois plus systématique. Mais pendant très longtemps, je m'étais demandé si je pouvais faire quelque chose avec de l'art abstrait. Parce que oui, naturellement, on a tendance à se pencher plus davantage sur l'art figuratif pour un travail d'expression autour de celui-ci, puisque c'est plus accessible, il y a une certaine dimension narrative qu'on peut exploiter. Alors, l'art
l'art abstrait restait de côté. Et je me suis dit, il faut quand même qu'on puisse faire quelque chose parce qu'il y a des productions merveilleuses et depuis le XXe siècle en peinture, en sculpture, même en techniques plus récentes comme les installations. Et donc, je vous propose cette activité. Pendant que je vais vous donner la consigne, je vous demande individuellement à chacun de vous de commencer à penser dans votre tête. Alors, vous voyez ici une des célèbres sculptures de César, ces célèbres voitures comprimées. Mais il va falloir maintenant que vous cessiez de voir cette pièce comme une compression, une sculpture abstraite de César. Cette œuvre n'est plus une sculpture, c'est une personne. Alors, vous devrez la décrire. Imaginez, c'est une personne. D'abord, déjà décider si c'est un homme ou une femme. Comment il est cette personne physiquement? Comment est son caractère? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle aime ou qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Et si cette personne était une autre chose, qu'est-ce qu'elle serait? Par exemple, si elle était une pièce musicale, quelle chanson ou quel rythme elle pourrait être? Si elle était un endroit ou un paysage, lequel elle serait? Ou un élément de la nature, encore une fois, lequel? Alors, je suis sûre que vous avez déjà commencé, chacun chez soi, dans sa tête, à envisager une personne en particulier. Moi, je vais vous dire, par exemple, ce que moi j'ai pensé, ce que moi je pense quand je vois cette pièce. Ben, je dirais déjà que c'est un homme, je l'imagine fort, hein, musclé, costaud, avec un caractère fort, un peu impulsif, voire agressif même, parfois. Et pour son occupation, ben, je ne dirais pas qu'il est danseur de ballet, hein, certainement pas. Il travaille peut-être dans les bâtiments, ou il est garagiste. Et il aime les sports extrêmes, il aime se promener en montagne, il n'aime pas aller dans les musées, il n'aime pas la musique classique. Et s'il était une pièce musicale, j'imagine une symphonie chargée en cuivre, ou peut-être du hip-hop. Et s'il était un paysage, ça serait une montagne, un pic escarpé, difficile de grimper, hein, et ainsi de suite. Je ne sais pas ce que vous avez imaginé, mais je suis sûre que vous n'avez pas pensé à la même personne que moi. Ça arrive à tous les coups. Hein. Si vous fournissez une même image à 30, 40 apprenants différents, vous obtiendrez 40 portraits différents aussi. Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise réponse? Bien sûr que non. C'est personnel, c'est subjectif, et tout est bon. Et chacun se sera exprimé par là, à partir de ce que évoque pour lui cette pièce. Et je suis sûre que ce personnage de la sculpture de César va être radicalement différent que ces autres-là. Alors, si vous googlez sculpture abstraite, moderne et contemporaine, vous allez tomber sur plein d'auteurs, d'artistes très intéressants, avec des formes, des matériaux, des textures très divers. Explorer ce corpus. Et vous pouvez même faire des petites activités sympathiques, comme toujours avec cette idée que ces pièces sont des personnes, en réalité, des personnages, les faire parler. Donc, contraster deux qui soient assez différents et faire remplir des bulles de parole aux apprenants. Alors là, on aurait un personnage disant « Moi, j'aime la liberté, le mouvement, les espaces ouverts. J'adore être en contact avec la nature, bouger, danser, m'étirer. Je m'adapte facilement aux situations nouvelles. » Et puis l'autre de son côté qui dirait ben, « Moi, je n'aime pas les changements. J'aime l'ordre, j'aime la discipline, j'aime la stabilité. Je préfère les couleurs sombres aux couleurs vives. Et j'adore les jeux de calcul mental parce que j'ai une pensée très structurée. » Par exemple. Et ça peut donner des productions très drôles quand vous faites parler des sculptures abstraites, croyez-moi. Alors, et quelle autre chose on peut faire pour
quand on convoque l'art dans nos cours, ben évidemment, toucher nos émotions, faire appel à l'affectif, à l'émotionnel, au sensible. Alors, dans les diapos qui suivent, vous allez voir une série d'images qui affichent assez clairement une émotion déterminée. Je vous demande d'identifier ces émotions et d'essayer de les nommer. Bon, c'est moi qui va le faire, mais faites-le vous aussi mentalement. Après, si on pouvait interagir, je vous demanderais de discuter en grand groupe pour recenser toutes ces émotions et faire aussi une liste de toutes les idées que vous associez à chacune de ces émotions. Là, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas cette possibilité d'interaction. Et puis, réfléchissez aussi au fur et à mesure que ces images passent. Et par ces temps qui courent, qu'est-ce qui vous a fait ou vous a fait sentir, ou vous fait toujours sentir ainsi depuis le début du confinement face à cette pandémie que nous sommes en train d'affronter? Et il s'agira à la fin de partager les réponses. Alors, regardez ces images. Et du photographe russe Misha Gordin, et on a la colère, la rage, la furie à gauche, et puis de l'autre côté l'angoisse, le désarroi, la désespération. Ici avec Ron Weck, sculpteur hyper-réaliste australien, mais qui vit et travaille en Angleterre. Qu'est-ce qu'on a là? La tristesse, la solitude. Ça me fait penser à une condition de vulnérabilité, de fragilité. Et je vous répète, ce que vous êtes en train de voir là, c'est une sculpture. Ce n'est pas une photo, c'est une sculpture hyper-réaliste de petite taille, parce que Ron Weck ne respecte jamais l'échelle humaine. Il fait des modèles réduits ou bien des modèles monumentaux. Ici, avec la série des Monkey Portraits de Jill Greenberg, c'est une photographe américaine qui a une vaste série de portraits de singes, très drôles. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il est un peu embêté, ce personnage. Hein? L'ennui, un petit peu de sentiment d'être inconfortable. Et puis aussi l'ennui ici avec Marcy Jeanne, un autre sculpteur hyper-réaliste américain cette fois-ci. Et là, quoi? La joie, l'enthousiasme, l'intérêt avec cette peinture du Mexicain Victor Rodriguez. Et puis ici, le rire, et les éclats de rire avec Zhu Mingjuan, peintre chinois contemporain. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à nos étudiants de faire à partir de ces corpus? Ben, à partir d'amorces linguistiques qu'on leur proposerait et évoquer quelles situations leur font sentir la même émotion que celle exprimée par les œuvres, oui, avec des phrases comme « ce qui me rend fou ou folle de cette période c'est » ou « ce qui me fait enrager c'est quand », ce qui me préoccupe de la situation c'est ça, ou ce qui me cause des soucis c'est quand il se passe des choses, ce qui m'embête depuis le début du confinement, ce qui m'ennuie depuis que je ne sors plus, ce qui me fait rire, ce qui me fait marrer, ce que je trouve super ces jours-ci, ou ce qui m'enthousiasmait depuis que je suis confinée. Et ça peut donner des résultats comme les exemples que je vous montre ici. Hein. Pour un niveau 1 à 2, nos apprenants n'ont même pas besoin de verbes conjugués. Ils peuvent utiliser juste des groupes nominaux. Hein. Ce que je trouve super ces jours-ci, ce sont les applaudissements au personnel des hôpitaux. Ou ce qui me plaît de cette période, c'est pouvoir faire mon cours en pantoufle, un verbe à l'infinitif, pas conjugué. Dans un niveau un petit peu plus avancé, peut-être des apprenants de niveau B1 pourront dire ce qui m'a enthousiasmé depuis que le confinement a commencé, c'est que j'ai pu finalement organiser toutes mes photos de vacances. Là, en mobilisant, par exemple, le passé composé. Ou encore, avec cette image du rire aux éclats,
Ce qui me fait rire, c'est lire toutes les blagues sur le confinement qu'il y a sur les réseaux sociaux. Phrase très simple, où là, avec cette amorce qui suggérait déjà un autre registre de langue, ce qui m'a fait marrer, on pourrait s'attendre pour les niveaux vraiment plus avancés à ce qu'ils mobilisent même du lexique argotique. Hein. Ce qui m'a fait marrer, c'est un jour où je suis sortie dans la rue et j'ai vu un kleps qui portait le même masque que son maître. Pour que la production de l'élève soit en consonance avec l'amorce fournie par l'enseignant. Donc, faisons parler ces images qui touchent nos sens. Et là, pour terminer, et je vous dis, je n'ai pas pu résister à la tentation de convoquer à ce rendez-vous, et l'art surgit dans ce contexte de pandémie que nous vivons. Donc, c'est des œuvres très récentes, et je vous propose de terminer avec ces exemples de street art, d'art urbain, et qui est apparu récemment. Et donc là, on a par exemple une intervention célèbre de Banksy, et qui avait fait un hommage à la jeune fille, à la perle de Vermeer. Il avait fait avec cette jeune fille au tampon percé, et puis depuis le 24 mars dernier, cette image est parue couverte d'un masque. On ne sait pas si c'est Banksy lui-même qui l'a fait ou pas. Alors, au fur et à mesure que vous verrez ces dernières images, je vais vous présenter une série de questions générales qu'on peut toujours poser quand on aborde des œuvres d'art en classe de langue pour faire parler nos étudiants. Et alors, première chose, que représente la scène? Pour animer une discussion libre, un partage d'opinions dans lesquelles tout le monde peut parler et ne doit pas forcément être d'accord sur tous les points. Commençons par une approche assez objective. Que représente la scène? Qu'est-ce qui se passe sur cette scène? Où ça se passe? À quel moment? Si c'est pertinent? Quels personnages vous reconnaissez? Quelles actions réalise-t-il? Quels éléments de l'image pouvez-vous nommer pour mobiliser du vocabulaire très divers? Donc là, quelqu'un pourrait dire, ah ben, le petit garçon est habillé avec une salopette et un t-shirt, il y a une corbeille à côté, l'infirmière porte une cape, et ainsi de suite. Comment pouvez-vous caractériser la facture de l'œuvre, tout ce qui a trait à la technique, hein, à la qualité de représentation, aux textures, aux effets de profondeur, aux contrastes, aux couleurs. Et ça, on peut le faire avec cette œuvre ou avec n'importe quelle autre de toutes celles que je vous ai présentées. Là, un autre exemple de Banksy, un hommage au personnel, aux aides-soignants qui sont sur la première ligne dans la lutte contre la pandémie. Et ici, un autre exemple, cette fois-ci de Fake, un street artiste hollandais qui est apparu pour la Journée internationale des infirmières à Amsterdam. Là, dans un niveau suivant, on peut aborder des questions un peu plus subjectives. Comment interprétez-vous cette œuvre? À quel univers de référence elle fait appel? Donc là, on aurait la culture populaire avec les dessins animés de super-héros, les bandes dessinées à l'origine de super-héros. Que pensez-vous que l'artiste a exprimé doit chercher à transmettre cette œuvre? Pourquoi pensez-vous ça? Donc oui, il a voulu rendre un hommage aux infirmières, justifier vos opinions. Et pensez-vous qu'il a réussi à faire ça, à transmettre son message? Oui, non, pourquoi? Et ensuite, à un autre niveau, un volet plus émotionnel, plus axé sur l'affectif, qu'est-ce que vous ressentez en regardant cette œuvre?
quelles impressions, quelles émotions, quelles sensations et sentiments éveillent-elles en vous? Est-ce que, par exemple, on sent de l'impuissance ou du désarroi face à cette scène, cette image du virus comme un boulet qui nous emprisonne? Et on peut animer le débat autour de ça. Il n'y a pas d'opinion qui soit incorrecte. Chacun aura la sienne et a le droit d'argumenter ce qu'il voudra. Et un volet plus évocatif maintenant. Si vous deviez donner un titre à cette œuvre, comment l'appelleriez-vous? Vous allez voir, ça aussi, si vous posez la même question sur une même œuvre à 30 personnes différentes, c'est presque sûr que vous tomberez sur 30 titres différents. Si cette œuvre était une pièce musicale, quel genre de musique elle serait? Quel type de rythme évoque-t-elle pour vous et pourquoi? Là, moi, par exemple, avec ce graffiti de cet artiste indien, j'aurais du mal à penser que cette œuvre serait de la musique électronique. Je serais bien plus tentée à penser que ce soit de la musique orientale, je ne sais pas, à la sitar, par exemple. Et finalement, à un autre niveau encore, à un niveau beaucoup plus personnel, qu'est-ce qu'elle évoque de votre vécu une œuvre? Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette œuvre qui vous fait remémorer une expérience passée, qui évoque en vous un souvenir particulier? Et si oui, lequel? Quelle expérience ou quel souvenir? Parlez-en au reste du groupe. Je pense que chacun, face à une œuvre de ce style, peut penser à quelque chose qu'il a vécu, et ça peut être l'occasion d'un partage très riche entre pairs. Et finalement, pourquoi pas aussi profiter pour des petites activités de production écrite, et quelques-unes très brèves, comme cette image est l'affiche d'un film, rédiger le résumé de ces films en un paragraphe, ou quelque chose qui peut aboutir même à la constitution d'un projet. Imaginez que cette image figure sur une affiche publicitaire. De quel produit ou de quel service ferait-elle la promotion, cette image? Créez votre affiche. Ça, c'est un travail qui peut vraiment impliquer pas mal de temps, de pensée, et le contexte, quel est le public cible de ce produit ou de ce service, quel texte accompagnerait cette pub, et puis faire l'affiche aux apprenants et leur demander de la partager avec tout le reste. C'est l'occasion de montrer leur créativité à leurs collègues, ce qui peut être très motivant. Alors voilà, et je termine maintenant avec les critères pour les choix des artistes. Et en conclusion, je vous invite, je vous encourage à aller puiser, à aller chercher des artistes actuels et actifs. C'est pas que l'art du passé n'est pas intéressant, loin de là. Mais si vous choisissez un tableau médiéval, par exemple, c'est fort possible qu'on ait du mal vraiment à saisir toutes les implications de ces tableaux, parce que l'horizon de réception du Moyen-Âge est très lointain au nôtre. Donc, c'est beaucoup plus accessible de le faire avec de l'art contemporain. Et oser explorer des artistes souvent méconnus du grand public. Je n'ai rien contre Van Gogh ou Dali ou Picasso, je peux les adorer, mais il y en a d'autres. Dépassons un petit peu les classiques. Et aller chercher des artistes de différentes nationalités, ressortissant de différents pays, de cultures diverses, ça ne peut qu'enrichir l'interculturalité au sein du groupe. Et pensons à trouver des œuvres qui soient représentatives des soucis esthétiques contemporains. Et donc,
de soucis esthétiques et thématiques aussi, et que ce soit des œuvres choisies par leur qualité esthétique et technique, par leur densité conceptuelle, leur richesse symbolique, tout ce qu'elle... Et une œuvre d'art est toujours polysémique, alors plus elle est complexe et plus il y a des sens à découvrir derrière. Des œuvres choisies par leur originalité, j'espère que celles que je vous ai proposées aujourd'hui remplissent cette condition. Et finalement, des œuvres choisies par leur potentiel évocateur, tout ce qu'elles peuvent faire et penser aux spectateurs et qui peut se transformer en verbalisation. Oui. Alors voilà, et je vous laisse avec en prime 2 autres exemples d'artistes de cette période, et 2 Espagnols, David Poquet, qui, reprenant une idée de José Manuel Ballester, un autre photographe numérique espagnol, qui avait déjà commencé avec cette idée depuis 2007, bah, tous deux, depuis l'un avant, l'autre plus récemment, ont joué sur l'idée d'effacer les personnages de tableaux classiques pour, comme une métaphore des temps qui courent, du confinement, de la disparition des gens dans les rues, parce qu'on reste tous chez soi. Alors voilà, avec ça, je termine. Et